Bonjour, je m'appelle Evelyne Jost, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Lorraine à Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Evelyne. Alors Laurent, bien sûr, vous le connaissez, c'est un auteur à succès. Chacun de ses romans est un best-seller, des romans qui nous font réfléchir à nos peurs, à nos croyances, à notre liberté intérieure. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Laurent de son dernier roman, Un monde presque parfait. Alors Laurent, ce monde presque parfait, c'est deux sociétés qui s'opposent, une société high-tech mais qui fait rêver quand même. Moi, je suis à l'âge plus ou moins de la retraite et toutes mes copines autour de moi prennent leur retraite. Elles rêvent d'arrêter de travailler et chez les réguliers, dans cette société high-tech, on n'est même pas obligé de travailler. Tout est prévu pour qu'on soit bien, pour notre bien-être. Et puis, il y a les exilés qui, donc, ont fait le choix de ne pas être dans cette société high-tech mais il y a quand même quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince dans cette société des réguliers qui finalement n'est pas une utopie, mais plutôt une dystopie? Oui, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est ce qu'on pourrait qualifier de roman d'anticipation. C'est-à-dire, une société qui est dans le futur, mais un futur proche, quoi. C'est potentiellement nous, je dirais, dans 5 ou 10 ans. Donc une société très évoluée, hyper développée, hyper connectée, où en effet l'IA est au service de chacun pour faciliter la vie quotidienne. Donc c'est l'aspect utopie, on pourrait dire. Les bons aspects de cette société, c'est que la vie est facile, en fait. La vie est facile, tout est à portée de main. La plupart des gens ne travaillent pas parce que l'IA a remplacé les gens dans la plupart des postes, en fait. Donc il reste certains postes manuels ou inversement hautement sophistiqués, parce qu'il faut bien à un moment donné des gens pour piloter le système. Donc la plupart des gens ne travaillent pas, mais ils sont pas malheureux, ils sont chez eux, ils touchent bien sûr un revenu universel et ils ont une vie de loisir, quoi. Très confortable, hein, très confortable, et je dirais aussi à l'abri de coups de blues, des émotions négatives, parce que bien sûr ils ont un petit implant qui va détecter leurs émotions négatives et puis stimuler cette zone du cerveau qui va libérer les bons neurotransmetteurs pour avoir une petite décharge de dopamine par exemple, pour que vite ils rebasculent dans ce positif et qu'ils se sentent bien. Donc le taux de suicide est quasiment à zéro, voilà, il y a pas de, il y a pas d'insécurité. Donc c'est un monde qui pourrait sembler de prime abord un monde presque parfait, d'ailleurs c'est le titre. Et cependant, tu l'as dit, donc il y a une partie, donc ceux-là on les appelle les réguliers en fait. Et il y a une frange de la société, un petit groupe de gens qui se sont dit, oui, ça c'est bien joli tout ça, mais nous, ça nous va pas. On a envie de vivre en accord avec notre nature humaine, finalement, et vivre dire, plus aussi dans la nature, parce que les autres vivent quand même dans des tours, dans des gratte-ciel, quoi. Donc ceux-là sont partis sur une petite île. Alors, ils n'ont pas vraiment fait sécession, quoi, mais ils vivent à part. Ils vivent à part dans cette île. Je dirais pas à l'ancienne, parce que bon, ils ont quand même un téléphone portable, voilà, ils ont Internet et tout, mais ils se méfient énormément de tout ce qui est high-tech. Et ce qui compte pour eux, surtout, c'est de vivre en contact avec la nature et, euh, et en relation les uns avec les autres. Voilà. Là où les réguliers vont être plus isolés finalement dans leurs appartements, quoi, derrière leurs écrans. Donc on a ces deux sociétés qui s'affrontent pas, je dirais, mais qui s'ignorent, chacun vivant à sa façon. Alors, du côté des réguliers, tu parlais de la dopamine, il y a aussi la sérotonine qui produit ces petits implants. Mhm. Tout à fait. Bah, on peut en parler, hein, d'ailleurs, si tu veux. La sérotonine, on l'appelle souvent l'hormone du bonheur. La dopamine, c'est plus, tu en parlerais mieux que moi d'ailleurs, hein. La dopamine, c'est plus une hormone qui est sécrétée dans ce que les neurologues appellent, je crois, le circuit de la récompense.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, toi et moi, tout un chacun, on fait un effort, on fait quelque chose, en fait, on fait un effort, on s'investit dans une action, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qu'elle soit sportive ou musicale ou je ne sais quoi encore. Quand on se concentre sur quelque chose et qu'on réussit l'action entreprise, eh bien, notre cerveau va libérer, voilà, un petit shoot de dopamine. Donc, c'est l'hormone du plaisir, on va dire. L'hormone du plaisir, et donc elle a une fonction qui est de nous inciter à renouveler nos efforts, parce que c'est agréable et on se sent bien. Et du coup, c'est ça qui va nous inciter à réinvestir du temps et de l'énergie dans ce qu'on aime faire, que ce soit un loisir ou une activité professionnelle. Donc ça c'est pour la dopamine, mais tu avais une question à poser, je crois. Je voulais te demander, qu'est-ce que les réseaux sociaux et qu'est-ce que l'IA apporte comme risque par rapport à cette fameuse dopamine? Oui, ben ça, on s'en rend compte dès à présent, hein, sans attendre cette utopie ou dystopie. Eh bien, aujourd'hui, d'ores et déjà, les réseaux sociaux, mais aussi d'ailleurs avant eux, même, je dirais, tout ce qui est jeux vidéo, toutes ces choses-là, en fait, sont conçus pour rendre les gens un peu accros. Pourquoi? Parce que le modèle économique repose dessus, quoi. Il faut que les gens, s'ils jouent à un jeu vidéo, bah, ils le lâchent pas, quoi. Et puis ils en demandent de plus en plus, et puis ils rachètent de nouvelles versions, etc. S'ils sont sur les réseaux sociaux, bah, il faut qu'ils restent sur les réseaux sociaux. Donc tous ces outils, en fait, sont conçus pour pousser notre cerveau à libérer de la dopamine. Alors dans un jeu vidéo, ça va être quand tu réussis, par exemple, à tuer quelqu'un. Voilà, tu tues un adversaire, hop, petite décharge de dopamine. Tu réussis à franchir un obstacle, hop, petite décharge de dopamine. Sur les réseaux sociaux, ça va être plutôt que tu obtiens un like, une petite flamme, un petit cœur ou je ne sais quoi selon le réseau social. Donc, tu auras une récompense. Donc, par exemple, tu vas publier quelque chose, tu vas dire quelque chose. Alors, si c'est une phrase un peu intelligente, donc tu auras des pouces, des likes et tu auras ta petite décharge de dopamine. Si c'est une jolie photo de toi bien retouchée ou bien mise en scène, ça va plaire aux gens. Hop, tu auras ta petite décharge de dopamine grâce au like. Et donc, en fait, là aussi, ça te pousse à en faire toujours plus. Donc, ça te pousse à aller chercher des likes parce que notre cerveau, une fois de plus, apprécie ça, quoi. On apprécie ça et donc, ben, on va vers ceux qui va nous fournir ça, quoi. Et là où ça peut devenir un problème, où ça devient d'ores et déjà un problème pour beaucoup de gens, c'est que autant évidemment être incité par le fonctionnement cérébral et la décharge de dopamine à renouveler des efforts pour jouer d'un instrument de musique, jouer au tennis, au foot ou je ne sais quoi, ou s'investir dans un projet qui nous tient à cœur, que ce soit sur le plan associatif ou professionnel, bah, c'est très bénéfique pour vous, nous évidemment. On va dans le sens de ce qui a du sens pour nous. Sauf que tout ça demande des efforts. Alors que dire une bêtise sur un réseau social qui va nous faire collecter des likes, ça ne demande pas un gros effort. Aller tuer un adversaire dans un jeu vidéo, ça ne demande pas un gros effort non plus. Et donc notre cerveau, qui optimise en permanence ce qu'il croit être notre intérêt, bah, a vite tendance à nous détourner en fait de tous ces projets, qui soient associatifs, professionnels ou de loisirs, qui demandent des efforts, pour nous orienter vers les jeux vidéo ou les réseaux sociaux qui nous fournissent cette même dopamine avec beaucoup moins d'efforts. Donc c'est intelligent quelque part. Et du coup, on se rend compte qu'au bout d'un moment, bah, on est accro, et c'est fait pour, d'ailleurs, c'est conçu pour, on est accro à ces jeux vidéo ou ces réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, je parle de publier quelque chose, c'est pas seulement lorsqu'on publie quelque chose, on ressent aussi une décharge de dopamine dans certains contextes, par exemple quand on lit certaines informations sur des sujets qui nous intéressent. Et là encore, les algorithmes, on le sait bien, de tous ces réseaux sociaux ou même de ces moteurs de recherche, repèrent, et non seulement repèrent, mais enregistrent en fait tout ce qui nous plaît, donc ils nous connaissent parfois mieux que nous-mêmes. Hein, on sait que bah, non seulement ils analysent tous les likes que nous, on met sur une information, sur une image, sur une photo publiée, mais ils enregistrent aussi assez souvent, même très souvent, les réactions de notre visage, puisque ben, voilà, mon ordinateur comme le tien est équipé d'une caméra, mon téléphone aussi, et donc cette caméra permet de scanner notre visage et de décrypter nos expressions de visage. Donc quand tu lis ou tu vois un texte ou une image qui te touche d'une façon ou d'une autre, le système arrive à décrypter l'émotion derrière, l'émotion sous-jacente. Et donc finalement, le système va te proposer de plus en plus de choses qui te font plaisir et donc qui vont déclencher, le cas échéant, une mini-décharge de dopamine, quoi. Et donc au final, eh bien, on se rend compte qu'on est de plus en plus accro à toutes ces machines. Et ça devient de plus en plus difficile de nous investir dans les projets professionnels, associatifs ou de loisirs qui pourtant ont du sens pour nous.
Parce que même si on peut se faire plaisir, et il n'y a pas de mal, hein, jouer à un jeu vidéo ou aller sur les réseaux sociaux ou lire la presse en ligne ou je ne sais quoi encore, il n'y a évidemment aucun mal, sauf si ça nous empêche de faire autre chose et que ça accapare tout notre temps, parce que ça ne nous nourrit pas, quoi. Quelque chose peut être sympa, agréable, sans pour autant nous nourrir. Ce qui va nous nourrir, c'est quelque part ce qui a du sens pour nous et ce qui nous permet de réaliser un certain nombre d'actions qui ont du sens pour nous. Je dis souvent qu'on emploie le même mot de vocabulaire, le même verbe pour désigner les actions qu'on entreprend. On dit réaliser des choses. Hein, réaliser, ben, synonyme de effectuer, effectuer des tâches, ben, on dit réaliser des choses. Et c'est le même verbe qu'on emploie pour désigner l'épanouissement personnel. On dit se réaliser. Hein, si on prend la pyramide de Maslow, hein, qui classifie les besoins humains, hein, ce philosophe disait que bah, tout en haut de la pyramide, il y avait la réalisation de soi, quoi. Se réaliser, on a tous besoin de se réaliser. Et ce qui est certain, bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'on ne se réalise pas en jouant à un jeu vidéo ou en allant sur les réseaux sociaux, alors qu'on peut tout à fait se réaliser dans un engagement, une fois de plus, professionnel, associatif, ou de loisirs, ou même dans des relations. Enfin, mais toutes ces choses qui demandent un investissement, un effort mais dont on peut être détourné par toutes ces sources faciles de dopamine. Quand tu parles du décryptage des visages, même quand on n'a pas le sentiment que notre caméra est allumée, Oui, tout à fait. Alors, on nous demande notre consentement, mais on nous demande notre consentement dans un document en ligne qui fait 30, 40 pages et que personne ne lit. Moi-même, je ne le lis pas. Donc, quand je peux refuser, je refuse. Et parfois, on nous dit, ah ben oui, mais si vous refusez, vous ne pouvez pas accéder à la chose en question. Donc, si la chose nous intéresse, bon, par paresse, je le fais comme toi, j'imagine, et comme tout le monde, bah, je clique sur accepter les conditions. Donc, je ne vais pas lire les 40 pages écrites en tout petit dans lesquelles il y a des lignes qui me disent que bah, je donne mon accord pour que l'appli en question, le réseau social en question, allume ma caméra, quoi. Et stocke surtout des données me concernant, quoi. Il y a une de tes consoeurs, mais aux États-Unis, une professeure d'université comme toi qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a consacré 10 ans de sa vie à étudier tout ça et qui a prouvé dans une publication qui a été très respectée dans tout le monde académique, hein, qui s'appelle qu'elle a appelé le capitalisme de surveillance, où elle montre à quel point tous les GAFAM et autres auteurs éditeurs de réseaux sociaux à quel point ils emmagasinent énormément d'informations. Ça se compte pas en dizaines, ça se compte en milliers ou en dizaines de milliers. À tel point qu'on peut dire qu'en effet, ces gens nous connaissent mieux que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas forcément toujours conscience des choses que l'on ressent. On n'a pas toujours conscience de nos émotions, mais eux peuvent faire un lien très précis entre ce qui génère ces émotions qu'ils voient sur notre visage ou sur nos clics, de façon plus basique, et l'information qu'on est en train de lire. En temps réel, on lit un article, ils savent qu'est-ce qui va nous toucher, qu'est-ce qui va générer une émotion et quelle émotion en nous. Pareil pour les photos, pour les vidéos. Donc en fait, ils nous connaissent extrêmement bien. Et ils savent, alors ça c'est une chose, alors on sait qu'ils commercialisent ça pour de la pub, mais ça c'est presque un moindre mal, je dirais, hein. On va nous proposer des pubs qui, comme par hasard, sont très alléchantes pour nous, voire irrésistibles. C'est presque un moindre mal. Là où c'est encore plus grave, c'est que ça peut aller plus loin, puisqu'en fait ça a été démontré qu'on peut complètement influencer le comportement des gens parce qu'on les connaît très bien, ouais. tu as un exemple de ça? Oui, alors est-ce que je les ai en tête? Je sais que Facebook avait démontré qu'il pouvait avoir un impact sur les élections. Là, il y a eu des publications à ce sujet, il y a eu un micro-scandale. Ils savent qu'ils peuvent influer sur le vote des gens, quoi, en présentant certaines informations qui vont dans le sens de ce qui génère des réactions en eux, de leurs croyances, etc. Il y a eu ça, après, il y a des exemples basiques concernant les jeux vidéo, enfin basiques, non, il y a un exemple réel concernant les jeux vidéo, c'est le jeu Pokémon Go qui a reçu des millions de dollars de McDonald's pour placer ces petits personnages virtuels dans des magasins McDonald's à l'heure du repas. Donc c'est un jeu qui consiste, si j'ai bien compris, ce que je ne pratique pas, mais ça consiste à aller chercher ces petits personnages qui sont cachés dans la nature, donc il faut les découvrir et puis on marque des points. Et bien sûr, donc McDonald's bah, paye Pokémon Go pour qu'il y ait ces petits personnages virtuels qui soient dans les restaurants et comme par hasard à l'heure du repas. Et donc, ça veut dire qu'il géolocalise la personne. C'est le principe du jeu d'ailleurs, hein. Donc, on sait exactement où se trouvent les gens. Donc, on va les emmener, on sait quelle heure il est. Donc, on va les emmener à l'heure du repas, un peu avant l'heure du repas, dans un restaurant McDonald's. Donc, là, évidemment, la personne est confrontée aux bonnes odeurs de frites et de je ne sais quoi. Et comme par hasard, va se dire, bah, tiens, bah, je vais peut-être déjeuner là.
Et c'est là où c'est vicieux, c'est que la personne pense que c'est sa décision, donc elle se croit libre, elle pense que c'est son libre arbitre, elle pense que c'est sa décision de déjeuner là, alors que d'autres personnes qui peuvent être situées à l'autre bout du monde ont décidé que ce jour-là, elle mangerait chez McDo. Et elle ne le sait pas, en fait. Donc on voit qu'on arrive à piloter le comportement des gens. C'est ce qu'on sent bien chez les réguliers, hein, c'est qu'ils n'ont pas conscience en fait d'être pilotés. Eux ont le sentiment d'être bien et que tout est fait pour leur santé psychologique également. Et en fait, il y a une surveillance constante. Oui, il y a les deux, parce qu'une fois de plus, moi j'ai pas une vision binaire de l'IA, ni même des réseaux sociaux, etc. Il y a des aspects positifs dans tous les cas de figure. Les réseaux sociaux offrent un aspect très positif qui est de mettre les gens en relation. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut être facilement en relation avec des gens qu'on a rencontrés un jour dans notre vie, qui sont peut-être à l'autre bout du monde, et puis on peut communiquer très facilement à toutes ces personnes, auprès de toutes ces personnes en quelques clics. Enfin, c'est extraordinaire comme outil, quoi. Ça, c'est l'aspect positif. Le négatif, on vient d'en parler. Pour l'IA, c'est pareil, je dirais, il y a des aspects positifs, même très prometteurs. Je pense notamment à la santé, quoi. On sait que l'IA, évidemment, parce qu'elle est capable de manipuler un très grand nombre de données de santé nous concernant en un millième de seconde et les comparer à des millions d'autres cas dans le monde. Donc l'IA va être capable de poser des diagnostics de façon beaucoup plus rapide et même performante qu'un humain, qu'un médecin, en l'occurrence. Donc on sait que il y a des effets très positifs, ça va nous profiter, bien évidemment. Mais il y a aussi l'autre versant de la même pièce, je dirais, qui est en effet une tentation de contrôle, donc contrôle de la part d'entreprises privées qui veulent nous vendre des choses, comme dans l'exemple que je donnais à l'instant pour McDonald's, et bien sûr aussi pour les pouvoirs publics. À un moment donné, c'est très, très, très tentant de contrôler les gens, sachant qu'on peut les localiser, sachant qu'on peut avoir une influence sur eux, et c'est ce qu'on voit dans le roman, en effet, dans l'histoire, quoi. Et c'est souvent difficile de dissocier les deux aspects, c'est-à-dire d'avoir le côté positif sans avoir le côté négatif. Je pense Oui, par exemple à une IA qui est au service des personnes en souffrance, donc une espèce de ChatGPT, mais qui est spécifique pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Et ce que tu dis de la caméra, eh bien effectivement, la caméra peut détecter absolument les moindres micro-mouvements du visage et donc savent mieux effectivement que la personne elle-même ce qu'est lui et donc peut effectivement aussi tout à fait proposer des actions ou donner des conseils tout à fait oui, averti. Mais bon, c'est compliqué aussi parce que ça veut dire aussi que ces personnes-là, ben, peut-être au moment où elles en auraient vraiment besoin, notamment dans des risques de suicide, ça peut aussi retarder, je dirais, la prise en charge thérapeutique où la relation est très importante. bien sûr. Parce que ça, on le voit avec les exilés, c'est que la relation est très importante. Et complètement. Complètement. Après, il y a encore une autre dimension qui est liée à la prise de décision. C'est-à-dire qu'en fait, ces machines, dans tous les domaines, sont tellement plus performantes que nous pour gérer toutes ces données, ce dont nous sommes incapables, hein, à grande échelle, que finalement, on tend à s'en remettre à elles, en se disant, la machine va prendre une meilleure décision que moi. Ça, on se rend tous compte déjà avec simplement l'usage du GPS. Alors, on sait que voilà, la machine, c'est beaucoup plus facile pour elle d'analyser les cartes, voir la localisation des bouchons et puis me conseiller un bon itinéraire. Parce que si je vais le faire tout seul, je vais devoir ouvrir une carte papier, une carte Michelin par exemple, comme autrefois, regarder par où passer. Sur ma carte, j'aurais pas forcément les sens interdits, j'aurais évidemment encore moins les bouchons. Et donc, je m'en remets à la machine. Du coup, j'accepte que la machine décide à ma place de mon itinéraire. Alors, vous me direz, bon, où est le problème? Et en effet, c'est pas un grand problème en soi, je l'ai encore utilisé pas plus tard qu'hier, quoi. Euh, et, et, et si ça se généralise dans tous les domaines, eh bien, à un moment donné, on se rend compte qu'on peut abandonner notre pouvoir de décision au profit de la machine, au profit de ses algorithmes. Et ça commence à poser un problème. Pourquoi? Parce que le pouvoir de décision, pour moi, est quelque chose qui est au cœur de notre humanité. Pourquoi? Parce que décider, c'est affirmer sa liberté. Quand je prends une décision, en fait, c'est ma décision. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous fait peur. Je crois que c'est Charles Pépin, qui est le philosophe, qui dit notre liberté nous effraie, quoi. Et oui, et pourquoi elle nous effraie? Parce que quand on prend une décision, qu'on est libre de prendre une décision, ben, c'est à nous d'en assumer les conséquences. Et l'être humain n'est pas infaillible,
hein, errare humanum est, hein, l'erreur est le propre de l'homme. Donc on se trompe quand on prend des décisions. Moi, je fais des erreurs, peut-être pas tous les jours, mais quand même des erreurs fréquentes, quoi. Donc il faut que j'assume mes erreurs, quoi. Et ça, c'est pas agréable, évidemment, de faire des erreurs et puis de devoir les assumer. Et donc on peut être tenté une fois de plus de renoncer à notre liberté pour ne pas faire d'erreurs. Et donc se remettre à la machine. La machine ne se trompe pas d'itinéraire sur la route, ou très peu. Ça arrive parfois quand il y a un brouillage, je sais pas, des nuages ou autre, le GPS peut se tromper parfois, mais c'est rarissime. Alors que moi, je vais me tromper si je me débrouille tout seul, quoi. Donc, par peur d'échouer, j'accepte d'abandonner mon pouvoir de décision. Donc, ça peut être vrai dans tous les domaines. Ça peut être vrai dans l'alimentation. On le voit dans le bouquin. Il y a un personnage qui s'en remet à une appli pour lui dire quoi manger, finalement. Parce que l'appli, bah, sait tout ce qu'il a mangé dans la semaine, parce que chaque fois qu'il mange quelque chose, il bip le produit, quoi. Et donc, l'appli fait un calcul extraordinaire des calories, des différentes vitamines, des différents nutriments dont il a besoin. Donc, l'appli peut lui dire ce dont son corps a besoin ce jour-là, quoi. Et c'est vrai que ça peut marcher dans l'absolu. Oui, mais ça veut dire que si je m'en remets à la machine en disant elle sait mieux que moi ce dont mon corps a besoin, ça veut dire que je me coupe de mes ressentis corporels. Et pourtant, en nous, il y a une intelligence du corps qui fait que le corps sait ce dont il a besoin. J'en parlais il y a quelque temps à une grande navigatrice française qui s'appelle Anne Caméré. Je crois qu'elle a traversé l'Atlantique à la rame, enfin, elle a fait un certain nombre d'exploits comme ça. Et elle me disait un jour, tu sais, Laurent, quand je suis au milieu de l'océan, je suis vraiment tellement en contact avec les éléments et avec mon corps, parce que je suis coupé quelque part de la civilisation, des buildings, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Elle me dit, je suis en contact avec mon corps à tel point que mon corps sait exactement ce dont il a besoin en termes de nutriments, et du coup, mes envies correspondent exactement à nos besoins, à mes besoins, me dit-elle. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, on pourrait tous les jours, en se mettant à table, s'interroger sur de quoi j'ai vraiment envie. Et après, aller se préparer ou acheter les mets en question, les aliments en question, quoi. On a cette intelligence corporelle. Mais si demain je me remets une machine parce que je lui fais confiance et je me dis elle sait prendre la décision à ma place, je vais me couper de mon corps. Et donc petit à petit, je vais me couper de mon sens de l'orientation, de la connaissance de mon corps, de mes besoins, et puis je me déshumanise finalement. Et pour finir sur le pouvoir de décision, il y a un autre aspect, c'est que si j'ai peur de ma liberté, je disais, c'est que j'ai peur de commettre des erreurs. Oui, mais l'erreur, elle n'est pas agréable. C'est comme l'échec, c'est pas agréable. Et en même temps, on se construit grâce à l'erreur. On se construit grâce aux échecs. On en a tous besoin. Moi, tu vois, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, Evelyne, si j'avais pas échoué, quoi, si j'avais pas pris des mauvaises décisions. J'ai pris plein de mauvaises décisions dans ma vie, notamment quand j'étais jeune. Je me suis complètement trompé de choix professionnel, par exemple. J'ai consacré 5 ans d'études supérieures dans un domaine avant de réaliser que finalement, c'était pas pour moi, quoi. Je me suis trompé. Et Donc, je l'ai comment t'es-tu trompé? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des influences extérieures? Qu'est-ce qui fait qu'on se trompe? Bah, moi, par rapport à mon orientation professionnelle, je pense qu'à la fois, j'ai subi en effet des influences extérieures et aussi je me connaissais mal parce que quand on a 16 ou 17 ans, à l'époque, en France, on choisissait à 17 ans son orientation. Aujourd'hui, c'est 15 ans maintenant avec la réforme du bac. C'est complètement con, quoi. Excuse-moi cette grossièreté, mais on demande à un jeune de 15 ans de choisir les spécialités qu'il aura en première et en terminale qui vont conditionner ses études supérieures. C'est-à-dire s'il n'a pas les bonnes spécialités, il n'aura pas certaines filières, il n'aura pas accès à certaines filières, qui elles-mêmes vont conditionner son métier. Donc on demande à 15 ans de choisir son futur métier. C'est complètement aberrant, quoi. Et moi, même à 17 ans, je n'avais pas réussi, je me connaissais peu. Moi, j'ai choisi en l'occurrence une filière économique et financière, quoi. Et puis j'ai été, donc ça c'est pour la méconnaissance de soi, j'ai aussi subi des influences extérieures, parce on subit tous des influences extérieures, ça peut être tout simplement les parents bien sûr, mais moi ça n'a pas été le cas, mes parents m'ont pas influencé, enfin ils avaient quand même des exigences, hein, ils voulaient que leurs enfants exercent un métier, une profession intellectuelle supérieure on va dire, ce qui est déjà une influence, hein, ça restreignait le choix. Mais je crois ils auraient fait la tête si j'avais voulu devenir artisan, alors que j'aurais pu peut-être m'épanouir en tant qu'artisan. Mais bref, j'avais aussi des influences de la société. Moi, j'ai eu 20 ans dans les années 80. Les années 80 en France, c'était les années Bernard Tapie. C'était voilà, un inconnu qui avait fait assez peu d'études, qui était devenu milliardaire. Tout le monde voulait devenir milliardaire, faire beaucoup d'argent. C'était les années fric, les années 80. Et ça m'a influencé. Je crois que c'est aussi pour ça que je suis allé dans ce domaine, dans les finances, tu vois. C'était pour gagner de l'argent. Je voulais devenir homme d'affaires, chef d'entreprise. Alors que c'était pas du tout pour moi, quoi. Mais vraiment pas du tout pour moi, quoi. Donc en effet, je me suis retrouvé à 23 ans jeune cadre financier. Voilà, après j'ai monté une boîte.
Et ça n'a jamais marché parce que c'était pas ma place, c'était pas pour moi. J'avais aucune appétence pour ce monde financier. Enfin, voilà, et quand j'en parle aujourd'hui, j'ai souvent le sourire parce que je me dis, mais comment j'ai pu à ce point me leurrer sur moi, quoi, et sur mes critères, sur mes valeurs, sur ce qui compte pour moi, quoi. Il y a des gens qui s'épanouissent hein, dans ce domaine. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'était pas pour moi, quoi. Donc oui, en effet, j'ai subi des influences extérieures, quoi. Mais je te demande ça parce que c'est pas une question évidemment gratuite. Hein, c'est que c'est pas évident d'être en contact quand on est jeune avec son intuition, avec ce qu'on veut vraiment, parce qu'effectivement il y a les parents, il y a la société, mais c'est vrai aussi même plus âgé en fait. Oui, tout à fait, c'est pas évident. Et je dirais c'est de moins en moins évident à cause précisément de toutes ces machines dont on a parlé, quoi. Parce que elles accaparent tellement notre attention, parce qu'elles sont source de dopamine, une fois de plus, donc c'est quand même très excitant, hein. Eh bien, il se passe plus de choses si on est devant son écran que si on est assis dans son jardin, si on a un jardin, ou en se baladant dans la nature, en regardant autour de soi. Il se passe pas grand-chose, quoi. Il va y avoir quelques petits oiseaux qui volent, et puis c'est tout, quoi. Donc, même quand on est en relation avec quelqu'un, bah, il se passe moins de choses que sur un écran de jeu vidéo où je vais tuer 20 personnes à la minute. Je dis ça, j'ai jamais joué de ma vie à un jeu vidéo, mais j'imagine, quoi. Et on m'en a parlé, quoi. Donc, il se passe moins de choses. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit souvent des jeunes couples, même d'amoureux, de jeunes amoureux, qui sont au resto ensemble, chacun avec leur portable. Donc, ils sont pas ensemble, en fait. Ils sont dans la même pièce, ils sont assis à la même table, mais chacun est sur son téléphone parce que ce téléphone est beaucoup plus stimulant. Donc, ça va être beaucoup plus une source de dopamine que la conversation qu'ils vont avoir, qui va leur demander un effort, peut-être. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, on a l'esprit tellement accaparé par nos machines que l'esprit, on le détourne de nous-mêmes, on le détourne des autres, donc ça nuit à nos relations. On n'a jamais aussi peu eu de relations, de vraies relations humaines, en tout cas pour les jeunes. Et on se coupe de soi-même. Parce que pour se rester en contact avec notre corps et en effet connaître nos envies, que ce soit des envies d'orientation pour un jeune, des envies alimentaires ou des envies de projet ou de je ne sais quoi encore quand on est adulte, il faut être en contact avec notre corps. C'est dans le corps que ça se passe, quoi. Mais pour ça, il faut être un petit peu seul avec soi-même. C'est quand on est sur un écran, on est coupé de notre corps, hein. On peut même être coupé de certaines sensations de faim ou de satiété, hein. C'est pour ça que les études montrent, par exemple, que les gens qui mangent en regardant un écran vont manger beaucoup plus. Pourquoi? Parce que bah, ils sont pas au courant qu'ils n'ont plus faim, en fait. Donc ils continuent à manger machinalement. Ils sont coupés de leur corps. Donc c'est intéressant de se réapproprier comme cette relation au corps. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de au moins se préserver des vrais moments, des vrais temps en fait de la journée sans ces machines, quoi. On est un tout. Aujourd'hui, les gens cherchent de la stimulation tout le temps. Moi, je prends régulièrement le train. Et tout le monde est sur son téléphone dans le train. Bon, moi, je travaille, je suis sur mon ordinateur où je bookine. Avant, quand je prenais le train il y a 20 ans, on était nombreux à avoir un livre entre les mains. Maintenant, je suis souvent la seule, ou alors il y a peut-être une deuxième personne dans le wagon. Donc, quand les gens sont dans une salle d'attente, dans une file aux caisses d'un grand magasin, tout le monde sort son portable aujourd'hui. Donc, il n'y a plus ces moments, en fait, les moments d'ennui, Hmm. il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Alors qu'ils sont bénéfiques. Et ça, tu le sais bien en tant que psychologue, les moments d'ennui sont très importants, et notamment pour un enfant, quoi. Et la lecture, puisque tu parles de lecture, la lecture, elle n'est pas anodine, notamment pour les jeunes. Parce que la lecture, quand on lit un livre, par exemple un roman, quand on lit un roman, en fait, ça stimule l'imaginaire. Donc, en fait, tout n'est pas dans le roman. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo. Et donc, le jeune qui lit un roman, il va créer des images internes. Il va créer le visage des personnages, il va voir les scènes, il va créer ses films. Donc, il devient créateur de quelque chose, il devient créateur de ce qu'il est en train de vivre. Quand il est dans un jeu vidéo ou même quand il regarde un film, il crée rien du tout. Il est totalement passif à regarder des images que d'autres ont créées pour lui. Oui, il y a une espèce d'avortement de fantasme hein, Mhm. avec quelque chose qui est de l'ordre de l'empattement mental aussi, avec Tout à fait. ces images qu'on absorbe comme ça. Hein. Tout à fait. Moi, tu vois, je pense que la créativité que j'ai, j'affirme pas être un grand créatif, loin de là, mais la créativité que j'ai vient, je pense, des moments d'ennui, des longs moments d'ennui que j'ai vécu étant jeune. Je me souviens notamment de longs voyages en voiture avec mes parents. On n'avait même pas d'autoradio. Donc, il y avait des heures et des heures comme ça de silence. En plus, on parlait pas énormément dans la famille, quoi. Donc, je m'ennuyais. Et qu'est-ce que je faisais? Je partais en rêverie, j'imaginais des choses.
Parfois, j'imaginais mon futur, j'essayais d'imaginer une vie enthousiasmante, ce qui n'était pas le cas au présent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais, quoi. Et donc, je stimulais énormément mon imagination. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne stimulent plus leur imagination. Et en plus, à force d'avaler des images toutes faites, des films, des histoires toutes faites, histoires dans les jeux vidéo ou dans les films, bien finalement, au-delà du non-développement de leur propre capacité créative, leur pouvoir d'imagination, je crois qu'il y a aussi un autre effet pervers. C'est que finalement, on les habitue à accepter des histoires que d'autres ont créées pour eux. Donc en fait, c'est un peu comme si, alors c'est pas une théorie du complot, parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, mais on peut se dire que quand même si demain, il y a un pouvoir qui a envie de leur proposer une vie toute faite, qui vont penser à leur place à quoi de ressembler leur vie, bah, ils vont manger ça tout cru, quoi, parce qu'ils ont l'habitude de Oui, ça. le terrain Voilà, est fertile déjà. est fertile. Alors, on parlait des échecs. Ça a quand même été un échec cuisant pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que tu as découvert ben, que tu avais envie de d'écrire? Comment est-ce que tu as eu envie de mettre cette créativité qui s'est développée dans l'arrière d'une voiture enfant, de la mettre dans des romans? Comment cet échec est devenu fertile? Alors, bien avant d'écrire des romans, parce que moi j'ai pris la plume à 40 ans, donc ça va faire 20 ans. Bien avant de prendre la plume, en fait, moi j'ai mis fin, et on m'a aidé à mettre fin d'ailleurs à ma carrière de jeune financier très rapidement, au bout de 5 ans, puisqu'en fait l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a viré. Donc j'ai vécu vraiment de plein fouet ce gros échec, et j'ai traversé une période de chômage. Alors, c'était pas du tout agréable et en même temps, ça a été salutaire parce que ça m'a donné l'occasion, parce que j'étais confronté à une forme de vide, justement. J'étais seul face à mon échec et face au vide de ce qui était devenu ma vie professionnelle. Bah, ça m'a obligé à savoir ce que j'avais dans le ventre, finalement, quoi. Donc, au début, je me suis un peu débattu. J'ai essayé de créer quelque chose, ça n'a pas marché. J'ai créé une boîte qui s'est plantée. Je partais un peu dans toutes les directions, tu vois, sans trop savoir quoi faire. Et puis comme rien ne marchait, bah, au bout d'un moment, voilà, je me suis retrouvé vraiment au fond du trou, quoi, au fond du gouffre. Et il s'est passé plusieurs choses. D'abord, j'ai réalisé, et là, il y a eu une vraie prise de conscience que, bah, qu'en fait, les gens m'aimaient quand même. C'est-à-dire, mes amis ne Tu n'es m'avaient pas pas quitté. identifié à un échec. Voilà, mes amis ne m'ont pas quitté. Ils se sont pas dit, oh là là, Laurent est un parfait loser, bah, on va aller voir ailleurs, on va le quitter. Bah non, mes amis restaient mes amis, quoi. Pareil pour mes parents, mais ça c'est plus normal, on va dire. Mais quand j'ai pris conscience de ça, du coup, en effet, je me suis désidentifié. C'est-à-dire, là où avant, j'étais quand même vachement soucieux de mon image et de ma réussite, et c'était important pour moi d'avoir un bon job, de bien gagner ma vie et tout. En fait, j'ai compris que on m'aimait pas pour ça, quoi. Et que finalement, les gens n'en avaient rien à faire. Ils m'aimaient pas moins maintenant que j'étais au chômage euh, que lorsque j'étais en poste avec un gros salaire. J'avais un gros salaire quand j'étais jeune, quoi. Donc j'ai compris qu'il n'y avait aucun rapport. Donc ça m'a donné une énorme permission. C'est-à-dire à partir de là, je pouvais choisir un poste qui n'était pas brillant, qui n'en rapportait pas beaucoup d'argent, parce que ça allait rien changer à mes relations aux autres, ce qui était quelque chose d'important pour moi, comme pour tout le monde, quoi. Donc ça, Oui, c'est une vraie révélation en fait, une vraie révélation. sur Euh, qu'est-ce que c'est l'identité et qui je suis. oui, tout à fait. Et en tout cas, qui je ne suis pas. Voilà, puisque je m'identifiais, je pense, à mon rôle social, quoi, à ce masque qu'offre un métier quand il est valorisant. Et donc, à partir de là, je l'ai vécu comme une immense permission, c'est-à-dire j'avais le droit de tout faire. Parce que finalement, j'avais pas besoin d'avoir un métier valorisant, j'avais pas besoin non plus de plaire ou de rassurer papa, maman, puisqu'ils étaient tellement angoissés d'avoir leur fiston au chômage à 28 ans que, de toute façon, quoi que je trouve comme poste, même pour eux, c'était rassurant, quoi. Donc, permission totale, liberté totale. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai senti émerger en moi l'envie de faire autre chose. Et comme ça faisait plusieurs années que je me formais en psychologie, en développement personnel, mais par attrait, par goût personnel, en fait. J'avais pas du tout un projet professionnel en tête. Bah, à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, Balzac disait le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier. Qu'est-ce qu'il existe comme métier dans ce domaine, quoi? Et donc j'ai décidé de creuser dans cette direction. Je suis retourné sur les bancs de la fac, j'ai suivi des formations de formateurs notamment, puis je suis devenu consultant, et j'ai exercé ce métier avec passion pendant une quinzaine d'années,
avant de prendre la plume. Et pourquoi j'ai pris la plume? Parce qu'en fait, j'ai tellement reçu de tous ces enseignants auprès de qui je me suis formé, et puis après auprès de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, parce que pendant 15 ans, moi, je me cherchais des mentors, j'avais besoin de trouver la personne qui allait me dire comment vivre ma vie, en fait. Donc, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup rencontré des gens C'était les applis de l'époque. Voilà. Et donc, j'ai tellement reçu qu'au bout d'un moment, j'ai presque culpabilisé en me disant, je peux pas garder tout ça pour moi, quoi. Il faut partager, quoi, parce que tout le monde peut partager même hein, la souffrance que j'avais traversée, mes préoccupations. Et donc, il faut partager. Et l'écriture m'a semblé être un bon moyen pour partager des idées, des informations, des techniques parfois. Et pourquoi des romans? Ben, parce que je sais que les idées ont beaucoup plus d'impact quand elles sont incarnées, quoi. Un essai va nourrir l'esprit, le mental, et c'est très bien, hein, je lis des essais aussi moi, aujourd'hui. Mais un roman, parce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle, va mettre en scène les idées, va les incarner dans des personnages qui ont des vies qui pourraient être les nôtres, et donc il y a un bon moyen pour s'accaparer l'information, il y a un pouvoir métaphorique au roman. Donc j'ai pris la plume à 40 ans, il y a une vingtaine d'années. Oui, puis un roman, c'est plus grand public, c'est-à-dire ça s'adresse à beaucoup plus de monde, alors que des essais, c'est plus des niches quand même. Oui, oui, je pense, c'est plus accessible en effet. Ouais. Parce que tes livres sont très accessibles et tu y mets aussi pas mal de recherches, des recherches scientifiques, enfin, des Oui, choses qui sont tout à fait attestées. oui, tout à fait. Alors ça me demande un gros boulot parce que j'ai parfois des idées de scènes ou d'idées qui moi, m'ont apporté quelque chose et que j'ai trouvé dans la presse. Mais à chaque fois, je dois vérifier, il y a tout un travail de recherche pour trouver l'étude scientifique à l'origine de l'article de presse. Et parfois, force est de constater que bah, elle n'y est pas toujours, quoi. Donc parfois, il y a des informations qui sont mirobolantes comme ça, qui se donnent vraiment envie, mais quand on creuse, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours vraiment l'étude scientifique derrière. Donc je dois renoncer à parler de choses qui pourtant m'ont touché dans l'instant, parce que c'est mon exigence en fait déontologique, je dirais, c'est que je veux que ce soit carré, quoi. Donc quand j'aborde quelque chose, je veux que ce soit quelque chose de sérieux, quoi. Et comment te viennent les idées de tes romans? C'est tout d'un coup tu as une illumination ou alors tu te mets dans le silence pour interroger ton intuition? Comment ça se passe? Alors ça dépend. Alors déjà, c'est rarement à un bureau que ça se passe. C'est beaucoup en marchant dans la nature. La marche dans la nature, je crois qu'elle apporte beaucoup de bienfaits aux êtres humains, y compris dans le domaine de la santé, mais aussi tout simplement sur le plan vraiment, je dirais, mental ou spirituel, elle nous coupe d'un certain nombre de choses. Je trouve qu'elle nous coupe de nos désirs, de nos désirs matériels en tout cas. C'est quand on marche dans la nature, on ne va pas penser à la prochaine paire de chaussures ou au prochain téléphone qu'on veut se payer. On n'est pas là-dedans, quoi. Peut-être parce que d'ailleurs on retourne à notre place, quoi. L'être humain appartient à la nature, on appartient à ce que les Amérindiens appelaient le grand tout, quoi. On est à notre place, on est reliés en fait, hein. Tous les êtres vivants sont reliés les uns aux autres. Et donc on revient, on retourne à notre place. Moi c'est comme ça que je le ressens profondément. Et c'est en marchant dans la nature que les idées me viennent. Donc parfois ça vient facilement, d'autres fois pas. Et moi j'aime pas forcer hein, les choses en fait. Dès qu'on force, en fait, on va dans le mental, on se dit, bon alors, il serait intéressant que ce soit quoi comme idée de roman, qu'est-ce que pourrait faire mon personnage? Ben non, ça marche pas en fait. Dans le mental, ça marche pas, quoi. Le mental, c'est très bien pour relancer les idées. Donc quand je veux partager les idées, je vais réfléchir à comment je vais m'y prendre pour partager cette idée, quoi. Mais les idées créatives, elles ne viennent pas en réfléchissant, quoi. Donc vraiment, c'est en marchant. Donc ça prend du temps et je l'accepte. Donc moi, pour écrire un roman, il me faut à peu près 2 ans, dont un an et demi de phase créative, quoi. C'est la phase la plus longue, phase pendant laquelle je laisse les idées venir et elles me viennent dans le désordre le plus complet. Et Donc tu les notes et puis tu secoues tout et puis tu jettes les pièces du puzzle sur la table et tu mets tout ensemble. voilà, exactement. Et après seulement j'écris. Mais ça me fait penser, moi, à ce cerveau filtre, hein, donc à la théorie, à l'hypothèse que le cerveau serait un filtre dont on a besoin évidemment pour être adapté quand même à la société dans laquelle nous vivons, mais qui nous empêche peut-être d'accéder à des choses qui nous concernent plus profondément et peut-être aussi à d'autres dimensions parfois, des dimensions peut-être plus invisibles de la conscience. Et effectivement, quand on est dans le mental, on est complètement dans ce filtre, hein, dans ce qu'on appelle l'ego, mais sans
sans jugement de valeur, hein. On pense qu'il y a dans le cerveau ce qu'on Hmm. appelle le mode par défaut, hein. C'est tout un réseau de neurones qui fonctionne quand on ne fait rien et Hmm. dont on a besoin parce que c'est aussi lui qui va intégrer toutes les données et mieux nous adapter à notre société et à notre vie. Mais en même temps, quand il est trop prégnant, qu'il est trop actif, bien en fait, on est toujours dans les mêmes ornières et ça nous empêche d'être plus créatifs, de réfléchir autrement. Et donc, évidemment, ben, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a les psychédéliques, il y a toute une série de moyens de parvenir à ralentir un peu ce mode par défaut. Et puis toi, tu parles de la marche, hein, effectivement, d'être dans la nature, d'être plus dans une espèce d'état méditatif. C'est une façon d'accéder à ces autres dimensions de soi et peut-être de soi et de plus que soi aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais tu as raison de parler de filtres, parce que tu m'as invité récemment lors d'un congrès que tu organisais, tu m'as invité à faire une conférence sur l'intuition. Et en fait, avec l'intuition, on se rend compte qu'on a potentiellement accès à n'importe quelle information dans le monde, en fait. Et quel est le plus grand frein à l'intuition? Eh bien, c'est le mental, quoi. Donc c'est notre cerveau qui va en effet à un moment donné nous couper de l'intuition ou interpréter de travers les choses. Et donc pour être en contact avec notre intuition, il faut apprendre à débrancher le mental, ce qui est très difficile d'ailleurs. Et donc on voit bien à quel point le cerveau est là pour freiner finalement l'accès à l'information et l'interpréter, quitte à la déformer, quoi. Et souvent, donc, pour développer sa créativité, il faut apprendre à se libérer du mental avec les moyens que tu as cités, quoi. Et toi, comment ça t'est venu? Parce que l'intuition, on voit bien, ça traverse un monde presque parfait. C'était déjà là dans Intuitio, donc c'est quelque chose d'important pour toi. Comment est-ce que tu as découvert cette intuition? C'est-à-dire, comment aussi tu as mis des mots sur ça? Comment est-ce que tu t'es finalement dit que tu pouvais exploiter ça de façon plus, plus précise qu'on ne le fait généralement dans notre quotidien? Oui. Eh bien, je pense que je pratiquais entre guillemets l'intuition comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, hein, dans Molière, à savoir sans le savoir, quoi. C'est-à-dire, moi, je cherchais mes idées de scène comme ça en me baladant dans la nature, et j'étais un peu surpris que les idées me viennent dans le désordre. J'étais surpris que jaillisse l'idée de la fin du livre avant même que j'ai le début. Voilà, ça me semblait bizarre. Et un jour, j'ai rencontré un spécialiste de l'intuition, quelqu'un qui s'appelle Alexis Champion, qui a un institut, c'est l'Institut Iris, qui forme à une méthode qui permet d'accéder sur commande à son intuition. Cette méthode, elle s'appelle le remote viewing. Elle a été développée par des scientifiques aux États-Unis. Et c'est quelque chose d'assez bluffant, quoi. Et Alexis Champion m'a initié à cette méthode. Et puis, on a longuement parlé, puis c'est devenu un ami en plus. Et en fait, il m'a appris comment je pratiquais mon métier, quoi. Il m'a appris comment j'accédais à mes intuitions pour chercher les réponses, en fait, sur les histoires que je crée à travers mes romans, quoi. Et donc, à partir de là, et à partir du moment où je me suis formé à cette méthode, ben, je pense que ça. Enfin, j'utilise pas la méthode pour créer, pas du tout. En revanche, maintenant, parce que j'ai la certitude, pour l'avoir expérimenté plein de fois avec Alexis, j'ai la certitude que l'intuition existe et qu'on peut en effet accéder à n'importe quelle information. Du coup, ça me donne une confiance que j'avais pas forcément tout le temps avant. C'est-à-dire, je sais maintenant que je vais y arriver. Quand je suis, par exemple, je cherche des idées par rapport à une scène, une situation un peu bloquée dans un roman, je garde confiance, quoi, parce que je sais que j'accéderai à l'information. Je sais que l'information est là, elle n'est pas consciemment accessible dans mon esprit, quoi, mais je sais qu'elle viendra à moi, quoi. Et donc, ça me donne une confiance. Et la confiance, elle est essentielle, en fait, par rapport à l'intuition, parce que si on n'a pas confiance, si on n'y croit pas, en fait, on se coupe de notre intuition, tout simplement. Et donc, on garde juste l'utilisation de notre cerveau, quoi, et ce qui est très limité. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'intuition? Bah, l'intuition, le dictionnaire, le Larousse et le Robert, par exemple, la définissent comme un accès direct et immédiat à une vérité, quoi. Une vérité, une réalité, quoi. Ce qui est étonnant, parce que c'est ça, en fait, c'est un accès direct et immédiat. Donc, moi, l'exemple que je cite souvent,
Vous pensez à un ami, quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, et puis le téléphone sonne ou vous recevez un SMS dans les secondes qui suivent, quoi. Et c'est l'ami en question, quoi. Et en fait, l'information est passée, quoi. Même si l'ami en question est à l'autre bout du monde, l'information est passée, on ne sait pas dans quel sens d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que je pensais à cet ami que l'information est arrivée jusqu'à lui, que ça lui a donné envie de m'appeler, ou est-ce que c'est parce qu'il s'apprêtait déjà à composer mon numéro de téléphone que l'information était plus rapide et elle est venue à moi, quoi. L'information, c'est ça. L'intuition, c'est ça. L'information vient directement à nous. Donc, il y a eu plein de recherches sur l'intuition. On a démontré scientifiquement plein de fois l'existence de l'intuition. Donc, il y a zéro doute par rapport à ça. On sait que ça existe. En revanche, on n'a jamais su prouver, on n'a jamais su expliquer plutôt comment l'information faisait pour venir jusqu'à nous. On a pensé à un moment donné que c'était des ondes électromagnétiques, mais on a mis un intuitif dans un sous-marin, on a calculé la profondeur de plongée du sous-marin pour que les ondes ne passent plus, et il arrive à capter au fond de l'océan des informations auxquelles on songe en surface, quoi. Donc, ce ne sont pas des ondes. On ne sait pas comment ça marche. Oui, on parle parfois d'une espèce de métavers ou de grand, comme, comme un grand Internet auquel on pourrait se relier, c'est-à-dire qu'il y aurait une information qui existerait en dehors de notre cerveau et auquel on pourrait accéder. Mais ça veut dire aussi que tu n'es plus dans une croyance, plus, ou peut-être tu n'as jamais été, je ne sais pas, d'une croyance matérialiste, c'est-à-dire où toute la conscience dépendrait du cerveau et que tout notre fonctionnement dépendrait uniquement de nos neurones. Ben, j'ai été dans cette croyance matérialiste dans le passé, quand j'étais jeune, parce que je suis de culture scientifique, ne serait-ce que par ma famille. Aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. Comme pour moi, c'est une évidence, en effet, que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau qui apparaîtrait comme ça quand on arrive à un certain degré de complexité dans les circuits neuronaux. Non, je sais que la conscience est indépendante du cerveau et je ne sais pas la localiser, sans doute d'ailleurs parce qu'elle est non locale. Peut-être est-elle un fragment d'une conscience collective qu'on peut appeler comme on veut. Certains vont l'appeler Dieu, par exemple, ou je ne sais quoi encore. Et je pense que oui, il y a une fraction de cette conscience qui va venir en nous et nous donner ensuite le sentiment d'être un être indépendant des autres. Hein, avec notre ego, tu parlais d'ego tout à l'heure, notre ego, c'est ça, c'est cette partie de nous qui veut nous faire croire qu'on est unique et qu'on est séparé des autres. L'ego veut nous couper des autres, on veut nous prouver que d'ailleurs on est meilleur que les autres. Évidemment, on est plus beau, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Et, et, euh, mais c'est une illusion. Enfin, je me rends bien compte que c'est une illusion, quoi. Et certes, voilà, j'ai un corps qui n'est pas ton corps, par exemple. Je ne suis pas toi complètement. Et néanmoins, il y a quelque chose qui nous relie, quoi. Et ma conscience, quand j'arrive dans certains états internes, tu parlais de méditation tout à l'heure, d'autres vont utiliser les psychédéliques. Enfin, on sait qu'il y a moyen à un moment donné d'entrer dans un état interne tel que notre conscience, en fait, nous quitte, et en tout cas quitte notre boîte crânienne si elle y a jamais été. Je ne pense pas qu'elle soit logée là d'ailleurs, quoi. Et ça nous permet à la fois d'accéder à des informations sur ce qui se passe à l'autre bout du monde ou c'est ce qui se passera dans le futur aussi, mais en même temps de se relier aux autres, de se relier aux autres. On sait, par exemple, enfin, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui sont enthousiasmants. On parle beaucoup de MI, donc je vais pas en reparler de MI, mais juste en deux mots, on peut quand même parler de ce que vivent donc des gens qui ont frôlé la mort, qui sont retrouvés dans le coma et qui, une fois au réveil, disent avoir vécu donc une expérience de mort imminente et quand ils partagent ce qu'ils ont vécu, il y a quand même des choses très troublantes, quoi. Je pense à ces aveugles de naissance qui disent qu'ils ont vu pour la première fois de leur vie, ils savent enfin à quoi ressemble leur corps, et ils sont capables de tout décrire, alors qu'ils sont de nouveau aveugles, évidemment, hein, ils n'ont jamais cessé de l'être, sauf quand ils étaient dans le coma, quoi. Donc ça veut bien dire que leur conscience leur a permis de voir un certain nombre de choses qu'ils ne voient pas quand ils sont vraiment prisonniers de leur corps, quelque part, quoi. Il y a ça, il y a aussi l'inconscient collectif. Tu vois, on sait que dans des sciences nouvelles ou des techniques nouvelles, par exemple le remote viewing dont je parlais tout à l'heure, quoi. Alexis Champion me disait, quand il a commencé à former des gens il y a 15 ou 20 ans, les gens avaient du mal à apprendre donc, cette méthode qui permet d'accéder à ses intuitions, parce que c'est complexe et c'est très fatigant, quoi. Et il dit, les gens aujourd'hui, en stage, il anime des séminaires avec ses associés, quoi. En stage, aujourd'hui, les gens apprennent beaucoup plus facilement. Pourquoi? L'une des explications, c'est que finalement, ils apprennent de ce que les autres ont appris avant eux. Oui, Parce que l'histoire des d'autres ont... champs morphiques. Voilà, c'est ça.
D'autres ont appris avant eux, d'autres ont fait l'effort avant eux, et ils en bénéficient. Pourquoi? Parce que précisément, nos consciences sont très probablement reliées, quoi. Et donc l'effort que tu vas faire, moi, je peux en bénéficier aussi, quoi. C'est enthousiasmant tout ça d'ailleurs, hein. C'est assez fascinant. Est-ce que tu as accepté ça facilement? Parce que moi aussi, je viens d'un monde complètement matérialiste et Mm. j'ai eu du mal. Ça m'a mis des années avant d'accepter pour moi-même et puis de pouvoir le dire, surtout que je travaille Oui. dans des universités en fait, j'ai eu un bon accueil dans les universités, mais je m'y attendais pas, en fait. Et donc, ça n'a pas été un chemin facile. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'aisé ou c'était un chemin plein d'embûches? D'accepter que notre conscience n'est pas dans notre cerveau et donc Mm. on peut être la risée des autres. À quoi tu crois à ça? Mais non, en fait, les émis, c'est juste un truc électrique qui se passe dans le cerveau au moment de la mort, les champs morphiques. Ah, 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 mais avec quoi tu viens? Est-ce que ça a été difficile pour toi, ça? Non, ça n'a pas été difficile, mais ça a été lent. C'est-à-dire, mon évolution a été lente. Entre l'époque où j'étais matérialiste et l'époque où j'ai ouvert ma conscience à autre chose, quoi, d'autres explications, ça a été lent. Je me souviens, il y a quoi, il y a peut-être une petite trentaine d'années, je me souviens d'une consoeur à l'époque, quand j'étais consultant, qui avait dit un jour cette phrase qui est un peu banale aujourd'hui, qu'on trouve un peu dans toutes les bouches, qui est: Il n'y a pas de hasard. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, il y a 30 ans, quand elle a formulé cette phrase, ça m'a profondément agacé. Parce que je trouvais ça irrationnel. Donc il y avait presque un jugement interne, je n'avais rien dit, mais j'avais un jugement interne assez sévère, en me disant: c'est n'importe quoi de dire ça. Évidemment qu'il y a des hasards, le hasard existe. Mais aujourd'hui, j'adhère complètement à cette idée, quoi. Il n'y a pas de hasard, quoi. Et Donc c'est j'ai pour ça que tu comprends aussi que tu peux être la risée des autres aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, de toute façon, j'ai pas de problème à être la risée des autres. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ce que je racontais tout à l'heure, Mhm. une période de chômage où j'étais le parfait loser, donc j'ai pas de problème par rapport au jugement des autres, tu vois, au regard des autres. Aujourd'hui, hein, j'ai longtemps été très soucieux de ça, mais pas aujourd'hui. Donc mon évolution a été progressive, et puis j'avais quand même, au fond de moi, même quand j'étais matérialiste, j'avais quand même au fond de moi le sentiment qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans l'au-delà, je ne savais pas dire quoi. Moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc j'ai pas eu une pensée toute faite par rapport à ça. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas dire quoi. Et à l'époque, ça m'intéressait pas plus que ça, je dirais. Il a fallu que j'attende d'avoir peut-être, je sais pas, 35 ans pour commencer à m'interroger. En fait, je pense qu'il a fallu que je résolve la plupart de mes problèmes au niveau psychologique. Donc, je me libère de mes peurs, par exemple, je me libère du regard de l'autre, etc., pour être à peu près bien dans mes baskets. Et à ce moment-là, comme par hasard, je me suis mis à m'intéresser à ce qui était en dehors de ma petite personne, quoi. Donc, ce qui est de plus grand que moi. Donc, c'est venu très progressivement, puis j'ai évolué. J'ai eu pas mal de lectures spirituelles qui m'ont fait voir les choses différemment. Mais le grand choc, ça a été quand même, c'est assez récent, c'est il y a une petite dizaine d'années quand j'ai rencontré Alexis Champion. Pourquoi? Parce que quand Alexis m'a fait expérimenter le remote viewing, donc l'intuition, je me souviens, il avait choisi un lieu mystère dont il avait mis la photo dans une enveloppe craft qu'il a posée devant moi sur la table. Et je devais intuitivement être capable de décrire le lieu, ce qui me semblait rigoureusement impossible, mais je le faisais parce que je me prêtais de bon cœur à l'exercice. Et quand j'ai noté vraiment mes perceptions intuitives de ce lieu, que je ne connaissais pas et pour lequel j'ai absolument zéro indice, quoi, et qu'il a ouvert l'enveloppe et que j'ai vu la photo du lieu et que j'ai vu que sur mon papier, j'avais écrit une description parfaite du lieu en question, je me suis mis à trembler de tout mon corps, Evelyne. Parce que ce qui venait de se produire était juste impossible. C'était pas rationnel, ça correspondait pas à ma compréhension du monde. Mais vraiment, je me suis mis à trembler, hein. Je m'en souviens encore. C'était fascinant, quoi. Bon, aujourd'hui, ça me semble tout à fait normal et banal, quoi, de pouvoir Et tu accéder nous à... avais fait un exercice pendant le congrès et j'ai aussi été surprise, mais vraiment surprise. Alors, comme tu dis, le mental vient vite interpréter les choses. On essaye, même si on ne veut pas, puisque tu nous as bien mis en garde par rapport à ça, mais le mental vient et on essaye de trouver ce que ça pourrait être. Mais j'ai gardé le papier avec mes notes et avec le dessin que j'ai fait parce que c'était vraiment surprenant. Eh oui. Et Ouais. là, on voit vraiment la différence aussi entre la reconstruction. Il y avait des choses dont j'étais très sûre par rapport à la matière parce que je l'avais touchée, donc il y avait zéro doute. Ça, je savais que c'était pas mon mental.
Il y avait des choses qui étaient très claires aussi parce que j'avais vu certaines choses et je savais que c'était pas mon mental parce que l'image s'est imposée immédiatement. Mais après, j'ai reconstruit certaines choses. Mais donc, j'ai gardé le papier tellement je trouvais ça étonnant. Moi, j'en suis pas encore au point. J'ai pas fait la formation remote viewing et peut-être que ce serait une bonne idée, une bonne chose. Est-ce que tu as fait d'autres expériences que le remote viewing qui t'a peut-être aussi ouvert à ces dimensions de la conscience? Oui, je pense notamment à l'hypnose ericksonienne. Je me suis formé, alors là, il y a longtemps, j'ai commencé en 1996, donc au siècle Ah, dernier, comme moi. et bon, auprès d'un certain Stephen Gilligan, qui Ah est... oui, oui, j'ai fait des fois Ah oui? des séminaires avec lui. Ah, excellent. Oui, donc c'était, comme tu le sais, un élève de Milton Erickson, qui était proche de Milton Erickson. Il a même vécu chez lui. À un moment donné, il était vraiment formé par Milton. Milton, qui était donc un médecin, un grand psychiatre, père de l'hypnose éponyme, hein. Donc c'est lui qui a créé ça et il était très connu en effet pour obtenir des résultats probants chez ses patients en l'espace d'une ou deux séances seulement, et patients qu'il mettait en transe. Et donc, quand je me suis formé à ça, moi, j'ai vécu des choses comme très, très étonnantes, hein. Je me souviens une fois, j'avais été désigné par Steven pour servir de cobaye, parce que voilà, quand on suit ce genre de séminaire, on est à tour de rôle cobaye, quoi. Et donc j'étais là sur l'estrade à côté de lui, il me met en transe, mais sur des transes légères, comme tu le sais, donc je gardais quand même ma conscience, j'avais quand même conscience d'être là à côté de lui sur une estrade au petit groupe de gens qui se formaient comme moi, quoi. J'étais présent, quoi. Et néanmoins, je pilotais plus mon corps. Par exemple, il me demandait il me disait, je vais m'adresser à ton inconscient et ton corps va me répondre sous la forme de mouvement des doigts. Donc tu vas avoir un doigt qui se soulève pour dire oui, un autre qui se soulève pour dire non, un troisième qui se soulève pour dire je ne sais pas. Et à partir de là, il commence à me poser des questions et je vois mes doigts se soulever l'un après l'autre. Et je te jure que c'est pas mon cerveau qui pilotait mes doigts. Et ça, c'est quand même très, très, très étonnant quand tu es là assis et que tu vois tes mains qui sont posées sur tes genoux, dont les doigts se soulèvent, et tu sais que c'est pas toi qui pilotes tes doigts, bah, ça fait quand même bizarre, hein. Donc, j'ai quand même vécu un certain nombre de choses très bizarres comme ça quand j'étais sous hypnose. Et donc, voilà, ces choses-là, hein, t'amènent à comprendre que ton cerveau pilote pas tout, quoi. Il pilote pas tout ton corps, en l'occurrence. Je me souviens aussi même de mon tout premier séminaire, bah, en 96, justement, avec Steven, aux États-Unis. Et c'était un séminaire qui s'intitulait Hypnose et santé. Et moi, c'est une époque où, bah, c'est l'époque où je me cherchais des mentors, où je me passionnais pour un tas de choses. Et puis, j'avais pas de conscience écologique à l'époque, donc ça me posait pas de problème de traverser l'Atlantique pour aller suivre un séminaire d'une semaine et puis revenir juste après, quoi. Et donc, je m'étais inscrit par pure curiosité. Moi, je suis pas médecin, je suis pas thérapeute, je l'ai jamais été. Donc c'est vraiment par curiosité. Je me dis, tiens, hypnose et santé, ça peut être sympa. J'y vais, je m'inscris. Et c'est la première fois que je voyais Steven et que j'assistais à un de ses séminaires. Et j'étais très déçu. Pourquoi? Parce que d'abord, il a un fort accent californien, donc j'avais quand même du mal à le comprendre quand il parlait. Et puis en plus, comme tu le sais, il parle avec une voix très hypnotique, une voix très, très grave, très profonde. Et moi, quand on me parle comme ça, et ben, au bout de quelques minutes, je m'endors. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir dormi pendant 8 jours. Donc, au bout de 8 jours, je suis rentré chez moi en me disant, bon, j'ai quand même un peu perdu mon temps et mon argent. Je vais rien en retirer de ce séminaire, mais bon, c'est pas grave, quoi. Je rentre chez moi, sauf que à cette époque-là, je souffrais d'angines à répétition. Mais quand je dis à répétition, j'avais une angine toutes les 3 semaines, quoi. J'avais été voir plein d'ORL qui avaient tout essayé. On m'avait mitraillé les amygdales à coups de laser. Enfin, on m'avait fait des tas de choses. Ça n'avait jamais marché. J'avais des angines non-stop. Sauf que je rentre de ce séminaire où je m'étais rendu une fois de plus sans aucun objectif en tête, sans attente. Je n'ai plus jamais eu une seule angine de ma vie, quoi. Donc ça fait 25 ans, quoi. Non, presque 30 ans maintenant. 30 ans. Je n'ai jamais eu une seule angine de ma vie. Non, en 30 ans, quoi. Donc il s'est passé des choses alors que j'ai eu le sentiment de dormir tout le temps, tu vois. Pour ceux qui Donc, sont intéressés, il y a une interview de Stephen Gilligan sur Résilience Psy. Donc, je l'ai interviewé il y a, excellent. je sais pas, l'année passée, je pense. Et donc, c'est traduit parce que j'ai pris une traductrice. Donc. Très bien, excellent. Et tu as vécu encore d'autres choses qui t'ont vraiment complètement ouvert l'esprit sur ces dimensions, de la conscience?
Oui, j'ai travaillé avec Tom Best, Tom Best qui malheureusement n'est plus de ce monde. C'était une très belle personne, Tom. Et Tom m'a initié, ainsi que d'autres, à certaines pratiques chamaniques. Il travaillait avec un chaman péruvien. Lui avait consacré énormément de temps pour se former à son approche, à sa vision du monde. Et donc Tom, qui était un très bon pédagogue, nous retransmettait en fait ses approches chamaniques. Donc là, j'ai vécu des choses vraiment intéressantes avec Tom. Après, je me suis rendu sur place et j'ai rencontré les chamans. Mais bizarrement, j'ai été moins impressionné parce que j'ai appris en direct avec ce chaman que par le biais de Tom, qui était comme un bon thérapeute, un bon pédagogue, pardon, et donc qui savait en fait adapter et je dirais Oui, traduire voilà, traduire culturellement. finalement voilà, ces rituels qui peuvent sembler bizarroïdes à un occidental dans notre façon de vivre et de comprendre les choses, quoi. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Comment tu sais ton intuition te parle et que c'est pas ton cerveau à ce moment-là? Comment tu fais la différence Ça m'a demandé entre du ce que tu temps. penses et ce que tu... C'est une très bonne question parce que si on croit que tout ce qui nous traverse l'esprit est de l'intuition, à ce moment-là, on va se mettre à croire n'importe quoi et ça peut même nous envoyer dans une mauvaise direction. Donc il faut un peu de pratique pour distinguer entre les deux. En l'occurrence, l'intuition, bizarrement, ça prend essence dans le corps et non pas dans la tête. Les gens pensent que là encore, c'est dans le crâne que ça se passe. Pourquoi est-ce que l'idée va jaillir dans notre esprit, donc dans notre cerveau, quoi? Quand on pense à un ami qui l'appelle dans les 5 minutes, ben, l'image ou le son de la voix, je sais pas, de l'ami, elle a jailli dans notre tête, quoi. Donc on croit que c'est dans la tête que ça se passe. En fait, non, ça remonte dans notre tête, mais ça naît quelque part ailleurs dans le corps. Ça, les recherches l'ont montré. Aujourd'hui, on sait que le corps est une sorte de miroir de la réalité extérieure qui se manifeste dans le corps sous forme de micro-mouvements. Donc il faut trouver où dans notre corps, parce que c'est pas dans au même endroit pour tout le monde. Moi, c'est dans le ventre. Moi, je vais avoir des micro-vibrations. Pour d'autres, ça peut être dans les mains ou ailleurs encore, quoi. Donc il faut être très à l'écoute de notre corps. Et quand on a la certitude qu'on vient de vivre une intuition, par exemple, parce qu'on pensait à un ami qui l'appelle dans les secondes qui suivent, donc ça, c'est une intuition, eh bien, il faut vite se repasser le film en disant, OK, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Les micro-instants, quoi, les secondes qui ont précédé l'image de l'ami ou le son de sa voix, si c'est venu auditivement, quoi. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pour localiser dans le corps. Et donc, comme ça, vous allez apprendre petit à petit où est-ce que ça se passe dans votre corps. Si bien qu'ensuite, quand des idées vous traversent l'esprit, vous savez faire la distinction entre ce qui est juste une élucubration ou une peur même d'ailleurs, hein, qui est une pure création mentale pour le coup, et une intuition qui est d'abord apparue dans le corps, parce que vous aurez l'association entre cette idée qui a jailli en votre esprit et la sensation corporelle, quoi. Et c'est ça qui permet d'avoir une certitude. Et aujourd'hui, il m'arrive, comme toi, tu l'as exprimé il y a 3 minutes, hein, de dire bah ça, j'ai la certitude que c'est une intuition, que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Voilà, moi, il m'arrive parfois d'avoir une idée qui me trace l'esprit et j'ai zéro doute. Je sais que c'est la vérité. Tu vois, je le raconte en postface de mon livre, mon roman Intuitio. Quand on a décidé de quitter Paris avec ma famille pour vivre dans une petite ville de Bretagne qu'on connaissait très peu, on s'est promené dans les différents quartiers pour découvrir en fait cette ville. Et un jour, on était là tous les quatre et on passe dans une petite rue qui est longée par un haut mur hein, qui fait plus de 3 mètres de haut. Et alors qu'on marchait comme ça tous les quatre, subitement, j'ai une sensation corporelle très très forte associée à une idée qui jaillit dans mon esprit qui est ça doit être très agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Il n'y avait aucune raison objective pour que je croie ça, parce qu'on ne pouvait pas voir. Mais c'était tellement fort que c'était une certitude. Et quand 3 semaines après, un agent immobilier m'a appelé pour me dire, je vais rentrer la semaine prochaine, c'était même pas encore fait, donc c'était vraiment dans le futur. Je vais rentrer une maison qui est susceptible de vous intéresser. Je lui dis, ayez confiance, je passerai par vous, mais donnez-moi l'adresse, je suis à 400 km, j'ai hâte de voir où c'est. Il me donne l'adresse et je localise sur Google Street la maison de l'autre côté du mur en question. Comme je savais que c'était pour nous, c'était vraiment notre maison, on a signé l'acte d'achat à distance, sans la visiter, quoi. On l'a visité après avoir signé, quoi. Parce que c'était une certitude. Voilà. À un certain moment, et tu l'as formulé toi-même tout à l'heure, tu l'as dit à propos du lieu mystère sur lequel j'ai fait travailler le public en conférence, tu as dit, sur la matière, je crois, tu l'as dit, il y avait une certitude, je savais que c'était ça, quoi. Eh bien, c'est ça l'intuition. Ça s'impose à nous. Il y a zéro doute. Il n'y a pas de place au doute. Pas de place pour le doute.
c'est une évidence, quoi. Et ça veut Voilà. dire que ton épouse fait confiance à ton intuition ou est-ce qu'elle a aussi, elle, de l'intuition et la même que toi? Et réciproquement. Alors, parfois, on peut avoir la même intuition en même temps, mais parfois, c'est elle qui va avoir une intuition et pas moi, et on se fait confiance. Tu vois, samedi, j'avais perdu un objet, et elle m'a dit, alors elle a fait un test intuitif, parce que maintenant, on manie un peu ça, et elle m'a dit, non, mais la réponse est oui, tu vas retrouver cet objet. Je le sais que tu vas retrouver. Alors, pour moi, j'avais cherché partout, c'était une évidence que je l'avais perdu dans la nature, sur un chemin à l'extérieur, que je ne le retrouverais pas, parce que je suis retourné sur le chemin et j'ai pas vu l'objet. Je lui ai dit, mais c'est mort, ou quelqu'un l'a pris, quoi. Et elle m'a dit, non, non, j'ai fait le test, j'ai l'intuition que tu vas le retrouver. Et c'était juste, je l'ai retrouvé le lendemain. Enfin. Et voilà, donc quand l'un de nous affirme à l'autre que c'est une intuition, on fait confiance, qu'on sait que c'est la vérité. Hmm. Alors, tu parles aussi, je pense que c'est dans la postface de Un monde presque parfait, que parfois tu as des réponses autrement. Un livre qui tombe ou un livre enfin, qui te tombe Oui, sous la main, tu as cette intuition que tu dois ouvrir ce livre et la réponse, elle est dedans. oui, oui, j'écrivais donc ce roman, un monde presque parfait, et je suis bloqué sur une scène. Je suis bloqué sur une scène, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc moi, quand je suis bloqué, je reste jamais bloqué à mon bureau, quoi. Soit je vais marcher dans la nature, je l'ai dit tout à l'heure, ou soit je vais faire un peu de piano. Donc là, en l'occurrence, je vais faire du piano. Donc je fais mon piano, je suis en train de jouer, et puis je tourne la tête et à gauche du piano, il y a une grande bibliothèque. Et mon regard est attiré par un livre dont la tranche est jaune. Je le prends, c'est un livre de Joseph Campbell. Je l'ouvre en plein milieu et je lis le premier paragraphe sur lequel je pose mon regard. Je lis le paragraphe et il y avait la réponse à la question que je me posais, quoi. Il y avait la réponse, c'était écrit noir sur blanc. Et du coup, je me suis précipité dans mon bureau, j'ai écrit la scène en question et en fait, j'ai conduit le personnage à faire exactement ce que je venais de faire, donc à se promener dans une bibliothèque. Alors, moi, je l'ai mis en scène un peu différemment. Il se promène dans une bibliothèque jusqu'à ce que son regard soit happé par un livre. Il prend le livre et il a lui-même la réponse à la question qui se posait dans ce livre. C'est des choses que tu fais, parfois de te mettre devant ta bibliothèque et les yeux fermés, de sentir avec la main par intuition quel livre tu dois prendre et l'ouvrir et avoir la réponse Oui, ça dans... m'arrive, mais, Ouais. mais, mais, mais pas les yeux fermés, en fait. Pas les yeux fermés. C'est plutôt, je me mets dans un état le plus détendu possible. Pourquoi? C'est pour me libérer du mental. Mhm, Je vais cogiter en me disant, ouais, mais est-ce que c'est bien ce livre-là ou celui d'à mhm. côté? Qu'est-ce que j'ai? Enfin, je vais cogiter comme un fou, là, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment être dans un état super détendu, se laisser faire, se laisser guider, quoi. Et c'est dur, hein, d'apprendre à débrancher son mental. C'est dur, évidemment. Tu fais quelque chose pour ça, c'est-à-dire ça s'entraîne comme un muscle ou ça se désentraîne plutôt, si on parle du mental. Tu fais quelque chose pour apprendre à te libérer de ce mental? Eh bien, en fait, moi, j'ai eu ce que les Américains appellent un insight, c'est-à-dire une sorte de petite lumière qui s'allume à un moment donné. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, pour débrancher mon mental, il faut juste que pendant quelques instants, je m'autorise à être très bête, quoi, à être complètement stupide. Donc, j'imagine que je suis tellement bête que je comprends rien à rien. Voilà, je suis vraiment l'idiot du village. Je comprends rien à rien et je cherche pas à comprendre d'ailleurs. Et j'essaie de ressentir ce que c'est que d'être dans cet état, quoi. Vraiment, j'essaie de devenir stupide, quoi. Et ça marche en fait quand on m'en prétend quelque chose, on arrive à le ressentir, hein. Et à ce moment-là, voilà, je suis dans l'état qui permet juste de faire ce que j'ai envie de faire, de tendre la main si j'ai envie de tendre la main sans m'interroger pour me dire mais pourquoi je tends la main? Voilà, c'est un bon moyen. Et quand je veux entrer en contact avec mon intuition, par exemple en remote viewing, c'est ce que je fais, quoi. Je m'accorde le temps de ressentir que je suis l'idiot du village, quoi. Moi, je dois pas faire beaucoup d'efforts. Il y a quand même beaucoup de moments où c'est comme ça, sans que je le veuille. Tu as des projets, j'imagine, d'un autre livre, même si on ne dévoilera rien du tout, mais est-ce que, par exemple, on peut avoir une idée du mois ou de l'année à laquelle ça va sortir? Oui, oui, ça fait à peu près un an et demi que je travaille dessus, quoi. Et là, je suis dans la phase d'écriture, donc c'est la dernière phase. La phase qui est je dirais la plus sereine, parce que j'ai toute l'histoire, j'ai tout le plan, donc vraiment, j'ai tout le déroulé du début jusqu'à la fin. Donc là, je suis dans le pur plaisir de chercher.
comment raconter chaque scène et quels mots trouver pour partager avec le lecteur le film interne que j'ai, quoi. Et les images que j'ai, etc. Et l'émotion, donc pour induire l'émotion chez le lecteur. Donc ça, c'est vraiment une phase de grand plaisir. Donc quand je suis en phase d'écriture, ma femme te dirait que je suis heureux dans ces moments-là, quoi. C'est vraiment, c'est une grande joie, quoi. Alors que dans la phase créative, je oscille entre des moments de confiance et des moments de doute, hein. Donc là, je peux m'enthousiasmer pour une idée, puis le lendemain, la trouver complètement stupide, complètement nulle, quoi. Et donc mon état est plus fluctuant, tandis en écriture, c'est vraiment limpide. Et j'aurais fini de l'écrire avant l'été, donc il va paraître à l'automne, je pense, quoi. On attend ça avec impatience et j'espère que tu m'accorderas une interview après lecture de ton ouvrage. Avec joie, Evelyne. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer cet entretien? Pour clôturer cet entretien, ben, j'ai envie de dire que lorsque j'ai découvert que le monde n'était pas que matériel, que le monde, on ne pouvait pas voir le monde comme une espèce de mécanique énorme, comme un peu comme une mécanique d'horlogerie gigantesque. Il y aurait le monde serait un ensemble de multiples causes à effet dans tous les sens, mais qu'il y a autre chose, il y a autre chose qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui, une chose qui garde sa part de mystère, mais qui néanmoins existe et que la conscience, comme on l'évoquait, n'est pas quelque chose qui est juste enfermé dans notre boîte crânienne. Ben, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent que de prendre conscience en fait de la merveille de ce que ça induit en fait. Parce que si le monde n'était que matériel, eh bien en fait ce serait assez triste finalement, parce que ça voudrait dire qu'on est là sur Terre par hasard, et finalement notre vie n'a aucun sens. Notre vie n'a aucun sens, qu'on allait mourir dans quelque temps, on ne sait pas quand, et que bah, après notre mort, il n'y aurait plus rien, et que notre vie n'aurait jamais eu aucun sens, ce qui bah, nous pousserait finalement à être juste dans une consommation de plaisir, parce qu'à ce moment-là, il faut en profiter un maximum, hein. Si on est là juste pour quelque temps et que notre vie est dénuée de sens, il faut en profiter, faut profiter de tous les plaisirs qu'on peut avoir. Et du coup, ça nous pousse dans une quête de l'argent, parce que c'est l'argent qui permet de se payer les plaisirs, quoi. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein. J'entends souvent les gens se lamenter du fait que nos sociétés soient fondées sur un modèle qui est tout économique. C'est pas un hasard, en fait. Le modèle de société dans lequel on vit est le fruit d'une certaine vision de la vie, qui est une vision matérialiste. La vision matérialiste de la vie pousse à une société qui est basée sur l'économie, qu'il faut de la croissance économique, et il faut toujours plus, parce qu'il nous faut toujours plus d'argent pour consommer toujours plus de plaisir, parce qu'on croit que c'est ça qui nous rendra heureux dans la vie, quoi. Donc le fait de découvrir qu'il y a autre chose, euh, que notre conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais peut-être voilà, un fragment de quelque chose de plus grand qui nous dépasse, et que du coup, ça nous amène à nous interroger sur le sens de la vie. Parce que si elle n'est pas que matérielle, et si en plus notre conscience est indépendante du corps, et donc a de bonnes chances de perdurer au-delà de la mort du corps physique, du coup, bah déjà, du coup, c'est un peu rassurant, hein. C'est rassurant parce on a plus peur de la mort à ce moment-là, quand on se rend compte que c'est juste un état différent et qu'il y aura peut-être même une autre incarnation après. Et du coup, ça amène vraiment à s'interroger sur le sens de la vie. Et quand on s'interroge à ce moment-là sur le sens de la vie, ben, on découvre que oui, notre vie a peut-être un sens, justement. Mais lequel alors? Eh ben, je trouve qu'on trouve des pistes de réponses. Il n'y a pas des réponses toutes faites. Il y a que les religions qui donnent des réponses toutes faites. Mais on trouve des pistes de religion quand on considère juste le fait que l'âme, donc la conscience, hein, peut s'incarner alors qu'elle existe indépendamment du corps. Et donc là on se dit, bah, si elle s'incarne dans ce corps-là que j'ai, que je peux palper, bah, ça lui permet quoi en fait? Pourquoi elle ferait ça? Là encore, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a des éléments de réponse. Et un élément de réponse, c'est bah, que permet un corps? Bah, un corps, il permet de réaliser des choses, il permet de faire. Et il permet aussi de se connaître. D'éprouver, oui. Voilà, d'éprouver. Et peut-être que la conscience, là je vais paraphraser Charles Pépin qui dit à propos de Dieu, si Dieu existe, je suis même pas sûr qu'il soit croyant d'ailleurs, mais il dit si Dieu existe, Dieu est esprit pur et il a besoin de son opposé, à savoir la matière, pour se connaître.
Et donc, en le paraphrasant, on peut dire, bah, notre conscience, c'est ça. Et d'ailleurs, notre conscience, je le disais tout à l'heure, n'est peut-être qu'un fragment de Dieu, quoi. Il y a une part de divin en chacun de nous, à mon avis, quoi. Et donc, notre conscience, étant esprit pur, a peut-être besoin d'un corps pour se connaître. Et a peut-être besoin d'un corps pour se connaître et peut-être même pour évoluer, parce que notre corps Mhm. permet de réaliser des choses. On l'a dit tout à l'heure, et on a dit que quand on réalisait certaines choses qui avaient du sens pour nous, on se réalisait. On avait ce sentiment d'épanouissement, de réalisation de soi. Alors, peut-être que c'est ça que notre conscience vient chercher. Et du coup, ça donne un sens à notre vie, parce qu'on se dit, bah, à ce moment-là, le but de la vie, c'est pas juste d'avoir des plaisirs. C'est sympa d'avoir des plaisirs, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est pas juste ça. Et d'ailleurs, quand on est juste après dans une quête effrénée de plaisir, bah, au bout d'un moment, on en sent la vacuité. Enfin, tous les gens qui ont en tout cas suffisamment de moyens pour se payer les plaisirs que peut offrir l'argent, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que bah, ça ne nous nourrit pas, quoi. Ça ne nous nourrit pas, ok, on peut aller dans un hôtel de luxe 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis au bout d'un moment on dit, ouais, bah, ils sont tous pareils, quoi. Et puis avoir une belle voiture, oui, bah, on s'en lasse, au bout de 8 jours, on la regarde plus. Enfin, on se rend bien compte du côté vain de tout ça, du vide de cette existence-là, quoi. Et donc, à partir de là, on peut se dire, mais finalement, puisque je me réalise dans certains actes, bah, quels sont ces actes, quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et c'est là où la vie prend tout son sens, quoi. Après, on peut aussi se poser d'autres questions, se dire, oui, mais alors pourquoi l'ego? Pourquoi, si notre conscience est le fragment d'une conscience collective, voire un fragment de Dieu, pourquoi est-ce qu'on se fragmente comme ça en différents corps? On est 8 millions sur Terre, quoi. Et peut-être qu'un élément de réponse, c'est un journaliste que j'aime beaucoup, qui est un ami qui s'appelle Thierry Lyonnais, c'est un journaliste aujourd'hui retraité d'ailleurs, jeune retraité de la radio RCF. Et il m'a dit, on avait cette discussion ensemble, on s'est interrogé, il m'a dit, moi je pense que si la conscience, si Dieu se fragmente, si on se fragmente comme ça en s'incarnant, c'est parce que ça permet l'amour en fait. Si on est tout seul, il n'y a pas d'amour. On a besoin d'être plusieurs pour aimer. Je trouve que c'est une jolie C'est réponse. Donc joli, oui. j'ai envie de partager avec tous nos auditeurs aujourd'hui. Très beau. C'est un joli mot de la fin. Voilà, bah merci beaucoup Evelyne. Je trouve ça Merci Laurent, et donc j'espère qu'on te retrouvera donc à la rentrée pour une nouvelle interview pour ton nouveau bouquin. avec joie. Merci beaucoup. Merci Evelyne, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet entretien et si c'est le cas, pensez à le commenter, à le partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Et à bientôt pour d'autres aventures.